Le don d'Hélène. Chapitre 1. Arthur Paris. À son comptoir, le patron, la cigarette à la main, joue aux cartes avec son unique client. Un habitué, Arthur Paris, appréciant étrener ses soirées par une partie de belote avec un ballon de vin blanc et un paquet de brunes dans sa poche. La journée, pour ce dernier, s'était mal présentée sur une affaire au goût amer de sang, plutôt de sang perdu. En l'occurrence, l'homme en face de lui, René, n'est pas là pour l'écouter se plaindre. C'est un patron de bar fort sympathique, avec des airs à la Gainsbourg et une allure peinarde. Le brave homme sans histoire, quoi. Mais ni psychiatre, ni curé. Sa carte est bonne, il emporte la partie. On se fait la revanche, Arthur ? Non, une autre fois. Son comptoir, il range dessous ses cartes et passe un coup d'éponge dessus. Écrase dans le cendrier son mégot presque éteint en saluant de nouveaux arrivants. Une bande de petits jeunes mal émoustillés aux allures banlieue chic. L'un d'eux s'approche du vieux flipper, entame une partie endiablée, pendant que les autres s'attablent. René vient prendre la commande. 4 bières et un coca glacé. En sifflant, retourne à l'abri de son zinc préparer les consommations. Il allume sa radio et une voix nasillarde annonce les infos. Il est 19h. Avis de tempête de neige pour demain dans la nuit. L'affaire du bébé congelé, 3 enfants disparus dans un gîte rural. L'auberge de Saint-Germain a pris feu dans la soirée. Vous ne pourriez pas mettre de la musique, s'il vous plaît ? Arthur y songeait aussi. Les grands esprits se rencontrent. J'ai eu ma dose d'horreur. René tourne le bouton et tombe sur une station de musique de jeunes. Ça vous va comme ça ? Leur demande-t-il, en alignant sur la table ronde, au plateau plastifié, les 4 verres de mousse et le coca glacé. Les jeunes acquis en bougeant leur tête au rythme des percussions. L'aficionado du flipper, sûrement le plus âgé, règle les consommations et s'enfile d'un trait son coca glacé en croquant les glaçons. Arthur en a des frissons plein la bouche. D'autant que ce n'est pas la grosse chaleur, ça sent même la neige. Mais bon, lui, il a 30 ans de moins que moi. Le patron, toujours en sifflant, l'observe en gloussant dans sa barbe poivre et sel, dégringoler sa boisson froide. « Tu le connais ?» demande Arthur. « Non, jamais vu. Sacrée descente, hein ?» Il allume une cigarette. Arthur remonte la fermeture éclair de son blouson et d'un signe salue le patron. « À demain soir !»« Ouais, pour la revanche !» complète Arthur en posant la main sur la poignée. Il se coule dans le froid de la nuit, qui commence à blanchir sous les flocons illuminés par des lampadaires. Il regagne à grands pas sa vieille voiture grise, s'installe aux manettes, met le contact et dans son rétroviseur entrevoit la petite bande traverser la route. Garé sur la place, une berline. Arthur tourne la tête, il s'y installe, en riant fort tandis que le buveur de coca glacé prend le volant. Par des formations professionnelles, il serait bien tenté de les suivre, d'autant qu'à la maison, personne ne l'attend. Et pourquoi tout à coup ce sursaut de filature ? C'est juste des jeunes. Il prend la direction de son logement, un ancien hôtel 3 étoiles, et son bar, reconverti en studio et appartement. Les hôtels de chaîne, aux cartes pour clé, ont sacrifié ces petits commerçants de campagne, qui savaient accueillir et soigner leurs clients comme des invités. Dans cette bâtisse, bien que refaite, restent encore les fantômes des soirées torrides et des petits déjeuners au lit. De ses fenêtres, la cloche de l'église rythme toujours les nuits, et en plein été, elle s'enroule autour du champ de la fontaine, juste en face des chambres. Au premier étage, Arthur entre dans son appartement, dépose sa clé sur le buffet, attrape une télécommande et enclenche la musique. Une station sans info, le Mistral gagnant, des accords de piano. Le blouson est jeté sur le canapé en cuir usé. En particulier les accoudoirs, vestiges des nuits passées devant sa télé, pour ne pas retourner dans ce grand lit trop froid. Il ouvre le frigo. La femme de ménage a laissé une assiette de lasagne. La platée est réchauffée au micro-ondes et devant sa télé définitivement éteinte, il grignote en vidant sa bouteille de vin rouge. Des cigarettes, l'une après l'autre, disparaissent dans ses poumons et s'écrasent dans le cendrier de la table basse. À la radio, il écoute une dernière chanson. Des petits trous, toujours des petits trous. Sacré Gainsbourg. Et il pense au bar à son patron et raccroche sur le buveur de coca et ses camarades. Ils doivent rigoler, ceux-là. La douche chaude le détend et il se glisse sous sa couette avec le bruit de la radio dans la pièce d'à côté. La sonnerie stridente du réveil sort Arthur de sa torpeur et l'odeur du kawa bien chaud lui chatouille les narines. Les yeux encore mi-clos, il attrape son bol de café, 5 sucres et une brune. Et les idées plus claires, il éteint la radio, ouvre sa fenêtre et dans le froid de la nuit qui s'achève, il décompte les 5 coups doublés de l'horloge.
La fraîcheur pénètre dans son salon, engloutissant les exhalaisons de nicotine et de sauce tomate séchée. Il s'habille d'une paire de jeans, d'un pull roulé noir et de son blouson en cuir marron des aviateurs, agrippe ses clés au vol et s'envole vers son véhicule. C'est le froid de l'appartement qui accueille tous les jours la femme de ménage. Chapitre 2. Un sujet d'enquête. Sur la route, Arthur s'enroule rapidement dans les tourments d'un virage dangereux. Les feux éclairent les traces de la déneigeuse, ses roues patinent sur la côte raide du pavé, et dans la ligne droite, enfin il accélère. Le rond-point d'entrée de la ville s'annonce par un panneau. Sous celui-ci, il s'arrête pour attendre son jeune associé. Le chauffage à fond, ventile un air sec, la cigarette à la bouche, il triture le briquet. Tant pis pour Maxime, il l'allume. À peine en a-t-il inhalé un soupçon de plaisir que son collègue frappe à la fenêtre et entre. C'est un grand sec, d'une jeunesse insolente, toujours en costume clair sous un gros manteau noir. Arthur s'empresse de balancer le mégot par la fenêtre qu'il laisse ouverte pour en purifier l'habitacle. Le pneumothorax du ptio, il y a 2 ans, lui donne des scrupules à lui pourrir ses poumons. « Alors, chef, la nuit a été bonne ? » ?»« Ouais, Max, et toi ?» Arthur démarre, tourne la manivelle, fermant la fenêtre et d'un œil regardant son équipier. Blême, les lunettes embuées, qu'il essuie d'un mouchoir en papier. « Moi, j'ai mal dormi. Je n'ai pas arrêté de revoir les photos de ces 2 jeunes, morts, brûlés, vidés de leur sang. Je dirais mieux, pompés de leur sang, d'après le rapport du médecin légiste. » Le Max repose ses lunettes sur son nez fin et droit, et la voix grave exprime tout haut ses pensées. On dirait un crime de vampire. Arthur rigole à s'en cracher les brunes de la veille, et se garant devant l'entrée du bâtiment où est installé leur cabinet, il regarde un Max égaré. « Eh petit, j'en ai vu, moi, dans ma carrière, des crimes crapuleux sous des nuits de pleine lune. Et je peux te dire que les morts-vivants qui assassinent sont toujours bien vivants. On vous apprend quoi à l'école de police ? Harry Potter ?» Le blanc d'un lever du jour scintille sur les restes de neige fondus par le sel. Une espèce de gadoue grise éclabousse le bas des pantalons. Arthur ouvre la porte tandis que Max s'évertue à ôter la neige, recouvrant leurs jolies plaques dorées, scellées au mur il y a 3 ans. Arthur s'impatiente. « Laisse donc, on peut y lire ton nom, monsieur le détective privé. » La porte de l'agence est ouverte, la secrétaire doit être là, le bureau vide embaume son parfum et le café chaud. Dans la pièce d'à côté, l'antre des pros de la filature, sur le bureau d'Arthur, la copie du rapport du médecin légiste et du compte-rendu de l'enquête diligentée à l'époque. Arthur les étudie feuillet après feuillet, en les tendant à Max. Et se défaisant de son blouson, il appuie sur l'interphone. Une blonde jeunette à lunettes, la jupe droite et le pull sombre entrent, le calepin dans une main et la cafetière chaude dans l'autre. Une vraie perle, songe Arthur, et Max, d'un air naturel galant, s'empresse de prendre son manteau au crochet pour lui libérer un siège. Les jambes croisées sous la jupe, Hélène regarde le grand Maxime, son ancien camarade de lycée, remplit les 3 mugs de café. Arthur y noie ses 5 sucres en faisant tournoyer la cuillère, tandis qu'Hélène et Max le sirotent nature. Depuis 2 ans qu'elle est dans la maison, Hélène commence à connaître les habitudes d'Arthur. Le temps pris à avaler sa tasse est proportionnel aux réflexions qui l'agitent. Par-dessus ses lunettes, elle voit son regard se concentrer sur le tournoiement du liquide. Il est encore bel homme vu son âge, pas une trace de gris dans sa chevelure brune. Son visage carré, un menton ferme et absent de rides, seuls des pas de doigts discrètes en adoucissent ses yeux noirs, surmontés d'une grande ligne de sourcils bruns. Sur son front, de petites mèches de cheveux se bataillent la place. Derrière lui, un panneau de liège, où sont punaisées les photos des victimes. Par de longs fils de couleurs, elles se raccordent entre elles. Une impressionnante toile d'araignée ponctuée d'annotations. La cuillère est tapotée sur la tasse. Il l'élève à sa bouche et ses yeux se fixent sur elle. « Ça change de l'ordinaire, hein, cette affaire. Qu'en penses-tu, Hélène ?»« C'est terrible pour les parents. Ils m'ont fait peine hier, avec leur dossier classé par la gendarmerie en un banal accident de la circulation. » Arthur pose sa tasse, enfin vide. Cette jeune Hélène joue trop la sentimentale. C'est un crime comme tous les crimes. Il sous-entend qu'il y a des victimes et ou plusieurs assassins, que ces gens nous demandent de retrouver, c'est tout. Et notre travail n'implique pas de sentiments. Alors Hélène, qu'en penses-tu ? Je ne suis que votre secrétaire, chef. Arthur sourit et se tourne vers Max. Alors, raconte-y ton idée. Max tire sur les poignets de sa chemise,
regarde Arthur de biais et lance son idée. Des vampires ? Devant une Hélène déconcertée, Maxime, à la demande d'Arthur, développe. Il rajuste ses lunettes sur son nez pour se donner contenance et éviter de croiser le regard d'Hélène. S'asseyant sur le bureau, il triture les documents. Alors déjà, l'expertise médicale est assez succincte, comme pour protéger certains éléments. Les jeunes garçons, je cite, ont le visage défiguré par les flammes et tout le haut du corps. Les organes internes ont disparu, le bas du corps est indemne de traces de brûlure et momifié. Un peu plus loin, à noter que sur les coups des victimes, préservés des flammes, la présence de 2 orifices de 2 mm de large sur 5 de profondeur. Hélène décroise ses jambes, passe la main dans ses cheveux, puis empile les mugs vides, se lève et se dirige vers la porte, en décochant à Max narquoise. « Avec tes conclusions, je vais donc, de ce pas, acheter de l'ail. »« Hé, Bram Stoker !» hurle Maxime livide. Arthur, pragmatique, recentre son collègue. « Nous allons déjà nous occuper de déterminer les emplois du temps des victimes et leur fréquentation. Tu vas te charger des parents de l'autre, pendant que moi, je vais m'occuper de celui de notre client. » Max gratte les taches sur le bas de son pantalon clair et bougeonne. « Je ne prends pas la moto. » Arthur fait éclater ses dents blanches. « Ni ma voiture. Va t'en louer une sur le compte de la société. » Une lueur taquine dans l'œil, il rajoute. « Tu l'as choisie, petite et discrète, Fangio, ok ?» Chapitre 3. Nosferatus. Avant de partir, Arthur passe par son secrétariat. Hélène, les lunettes posées en bandeau sur ses cheveux, range dans un grand tiroir les factures réglées. Arthur s'est souvent demandé si ses lunettes n'étaient pas chaussées pour donner un air plus intelligent à son joli minois. « Hélène !» Elle sursaute. « Pourrais-tu chercher les accidents de la circulation de ces 3 dernières années dans la région et les fugues et disparitions ?»« Mais cela risque d'être long, mais je pense pouvoir y arriver. » Arthur sourit. « J'étais sûre de pouvoir compter sur toi, Hélène. Tu es très efficace. Tu ne veux toujours pas me donner ton intuition sur l'affaire ?»« Non, là, j'en ai aucune. » Retroussant son petit nez pour y déposer ses lunettes. « Je ne suis qu'une simple secrétaire, monsieur le détective. » Dans sa vieille guimbarde grise, Arthur conclut qu'Hélène ment particulièrement bien. En effet, elle était un peu tiède, sa réaction face aux élucubrations sataniques de Max. Avant de l'engager, pour l'aider durant la convalescence de son associé, Arthur avait mené sa petite enquête. La douce Hélène, au visage clair sans maquillage, passait, il y a 1 an, son temps libre, fardée de noir, en vampirella d'une bande gothique. Par contre, des internautes, Hélène est connue sous le sobriquet de Nosferatus, comme un incomparable as du pirate informatique, qui consacre sa mission à rendre public des dossiers secrets de la gendarmerie, jetant de grosses pierres dans la mare tranquille des crimes et délits, classés sans suite. Un gentil Zorro, ce Nosferatus. Arthur s'aventure dans la zone. Type banlieue miniature de la ville, une nuée de pavillons s'entasse sur les plans d'une colline. Ils se ressemblent tous, avec leurs sous-sols à ouverture, leurs fenêtres carrées, leurs haies de tuyas et les sapins miniatures devenus géants. Seules peut-être les couleurs des huisseries diffèrent. Et heureusement qu'il n'est que 10 heures du matin, car dès la nuit tombée, à cette époque de l'année, les guirlandes électriques, les Pères Noël pendus aux cheminées et les bonhommes de neige gonflables les lancent dans une cascade de mauvais goût. La demeure de ses clients est à l'image des autres, sans les décorations de Noël, mais avec l'incontournable barbecue en pierre reconstituée, chapeauté d'un toit de tuiles. Le tintamarre de la sonnette est suivi d'un grésillement dans l'interphone en panne. Il ouvre la barrière et suit l'allée. En haut des escaliers béton, recouverts de fausses pierres, un vieil homme l'accueille. Un gendarme retraité. Arthur n'aime guère l'armée, même à la retraite. Mais là, il fait une entorse et le salue courtoisement. Il lui répond fort civilement et le prie d'entrée. C'est un homme grand, affaissé par l'âge et le souci d'avoir perdu un fils unique. Sa femme, toute menue, aux yeux clairs embués de larmes, lui tend une main délicate et d'une voix fluette l'invite à s'asseoir. La paille de l'assise et le bois du dossier craquent sous son poids. Il n'ose bouger sa chaise et il extirpe doucement calepin et crayon de sa mallette de docteur, une idée de Max pour éviter les bavardages du voisinage. Les dépose sur les faux chênes de la table rectangulaire et fait cliquer le poussoir du stylo. Voilà, Madame et Monsieur Zach, nous allons devoir remuer vos souvenirs pour déterminer l'emploi du temps de votre fils.
Une chaise grise sous les sanglots de la dame, et l'ancien gendarme, avec ses restes d'autorité, élève la voix. « Quoi ? Mais tout a été dit lors de l'enquête de mes confrères. Ne vous en ai-je pas fourni la copie hier ?»« Dites, monsieur Zach, vous êtes venu à mon agence pour que je me contente juste d'éplucher des rapports bourrés de fautes ? » ?»« Non, excusez-moi. » Il couvre de sa main celle de sa femme. « Ma chérie, va chercher le téléphone portable de Manu, s'il te plaît. » La dame sort de la pièce en se mouchant. L'ex-gendarme s'adresse alors à Arthur. « Nous l'avons retrouvé, hier soir dans les affaires de Noël, qu'on voulait donner aux Emmaüs. Le petit avait dû l'oublier là, ce fameux 20 décembre, jour de sa disparition. Il devait décorer le sapin le lendemain. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait plus toucher ses guirlandes. » L'émotion casse sa voix. « Je comprends, monsieur Zach. » À ces mots, l'homme s'énerve. « Non, vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez rien perdu, vous. » Arthur n'est pas là pour s'épancher de ses drames, mais cette leçon n'est guère à son goût, surtout aujourd'hui. « Vous n'avez pas l'apanage de la souffrance. J'ai perdu ma femme d'une balle perdue. Alors, les Noëls pourris, je sais ce que c'est. »« Oh, excusez-moi, monsieur Paris. »« Tu passes ton temps à t'excuser, mon chéri, » constate sa femme. De retour et la main sur l'épaule de son mari, elle confie. « Pour savoir la vérité, nous devons souffrir. Et après, nous pourrons mieux le pleurer. » Elle tend le téléphone à Arthur en ajoutant « Nous n'avons pas cherché à le remettre en route. » Arthur l'étudie, c'est un vieux modèle. « Je m'en chargerai, ne vous inquiétez pas. Et après l'exploitation, je reviendrai vous voir. Pour aujourd'hui, je vous ai fait assez souffrir. » Monsieur Zach lève la tête et fixe Arthur. « Nous allons repenser à ce que faisait Manu avant sa disparition et en reparler avec ses amis. » Il écarte sa chaise et s'appuyant sur la table, élève son corps massif et d'une franche poignée de main, congédie Arthur en lui murmurant « Merci, monsieur Paris. » Arthur a l'écrou. Ce remue-ménage lui a donné faim. Il s'arrête dans un troquet où des employés de bureau grignotent indifférents le menu du jour et commande un sandwich emporté. Distraitement, il jette un œil dans le journal et s'accroche au titre évocateur « Vampire sur la ville ». Tout en déroulant le journal, il règle et ingurgite les débilités indigestes du journal de la région. Voilà le pire de ce que j'attendais, songe-t-il. Je crois qu'Hélène va me devoir des explications. Pendant ce temps, Hélène, de retour chez elle, ou plutôt Nosferatus, pirate les archives de la gendarmerie de la région, étendant même ses recherches à celles limitrophes. Arthur, dans la rue de l'Agence, a la mauvaise surprise de découvrir un rutilant 4x4 noir, flambant neuf à sa place. Après 3 tours de pâté de maison, il trouve enfin un stationné. Dans le bureau, Max de dos travaille sur l'ordinateur. Arthur tout saute pour signaler sa présence. Max ne se retourne pas et d'un ton préoccupé, il signale qu'il termine son rapport du matin. Arthur s'assoit, achève son jambon beurre en relisant l'article. Aujourd'hui, nous apprenons la disparition de 2 de nos jeunes citadins. Il y a à peine 2 ans, 2 de nos jeunes avaient disparu dans les mêmes circonstances. C'est un mois plus tard que la gendarmerie avait retrouvé le reste du corps dans une voiture brûlée, concluant à un banal accident de la circulation. Pourtant, les corps mutilés, juste reconnaissables à leur empreinte dentaire, étaient vidés de leur sang. Des témoins de l'époque rapportèrent que ce soir-là, sous une lune pleine, ils avaient entendu que des hurlements affreux et aucun son de choc. Le médecin légiste avait révélé, sur les zones restées saines, des traces de morsures humaines. Ces 2 adolescents connus de la région étaient les fils sans histoire d'un médecin et d'un gendarme. Il en est de même pour ceux d'aujourd'hui. Nous sommes en droit de nous demander si une secte satanique ne sévirait pas dans notre tranquille bourgade. L'imprimante, crissant de ses jets d'encre, crache ses feuilles noircies. Max les retire et d'un air satisfait de lui, les pose devant Arthur. Max sait qu'Arthur n'apprécie pas à sa juste valeur son style littéraire. Alors, devançant ses réflexions, il s'installe sur une chaise et tout en dévorant son sandwich, lui conte sa matinée par le menu. Arthur pose ses pieds sur le bureau et l'écoute sans l'interrompre. Les parents du petit Alex m'ont reçu courtoisement. Ils sont tous 2 médecins de ville, et leur fils était leur 3e et dernier enfant, né sur le tas. Ils ont eux aussi engagé un détective privé l'an passé, qui ne leur a rien appris de plus que l'enquête de gendarmerie. Max croque une bouchée, mastique. Arthur devine de quel détective efficace il s'agit, heureusement parti à la retraite cette année. Alex était un élève doué et consciencieux, très sociable. Il venait de rencontrer une petite amie de son âge, Anielka, qui elle aussi a disparu,
peu de temps après Alex. Les parents m'en ont donné une photo, un peu floue. Il remue des feuilles du dossier. Tiens, elle était jolie, et très discrète, et comme leur fils. Elle ne consommait pas une goutte d'alcool, juste une goutte de cassis dans de l'eau de temps en temps, d'après les parents d'Alex. Elle était d'origine polonaise et faisait un séjour linguistique en France. Ils n'ont plus jamais eu de nouvelles ni d'elle, ni de sa famille. Arthur, en examinant la photo, se dit qu'il serait bien de la retrouver. Mais le cliché est vraiment mauvais. Le 20 décembre, à 19h, c'est la dernière fois qu'ils les ont vus ensemble. Ils devaient retrouver des amis pour fêter les 20 ans de la jeune fille, et c'est avec la voiture d'Alex qu'ils sont partis. C'est dans cette voiture qu'il l'a accompagnée à son domicile, et c'est dans cette voiture que l'on l'a retrouvé mort. Max achève son repas en silence, boit un verre d'eau, s'essuie les mains dans un mouchoir en papier. Arthur attend 5 minutes, l'interroge du regard et dit « C'est tout ? Tu n'as pas le nom de la fille, son adresse de l'époque, le nom de ses amis ? » Si, t'inquiète pas, tout est dans le dossier. » Ben, alors Maxime, file et remonte-moi la piste. » Bien sûr, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec l'un de ses amis. Et toi ? Moi, pas grand-chose. Les parents n'étaient pas plus loquaces qu'hier, ils m'ont juste remis le téléphone portable du gamin. Arthur, les pieds toujours sur le bureau, montre d'un signe de tête sa mallette à Max. « Prends-le, il est dedans. » Max siffle. « Ouah, c'est un vieux modèle !» Il examine sur toutes ses faces. « J'ai ce qu'il faut à la maison pour le faire parler. Si tu veux, je m'en occupe cet après-midi. » Arthur met ses pieds au sol, se lève et nonchalamment se dirige vers la porte et endosse son blouson. « Ouais, je veux bien. J'ai quelqu'un à voir. » Faisant mine de sortir, il tourne sa tête vers Max. « Au fait, la voiture noire à grosses roues, elle est à toi ? » ?»« Oui, j'ai enfin reçu le paiement de l'assurance. Alors je me la suis achetée. » Les yeux d'Arthur plongeant dans ceux de Max à lui en triturer la conscience. « Ne fais pas d'excès avec Minot. La chance ne sourit pas 2 fois. » Max redresse ses lunettes de sa main droite, masquant son visage. « Oui, je sais, j'ai perdu un œil, un boulot et une année de ma vie. J'irai pépère. » « Alors, à ce soir, chez René ?» En arrivant dans la zone d'HLM de la Mirande, Arthur, tout en observant les travaux de rénovation, ne peut s'empêcher de voir ces bâtiments comme des cellules de prison, sans les barreaux, mais tout autant entassés, malgré les couches de peinture neuves et des stores en plastique luisant. Dans le hall du bâtiment, nommé pompeusement Fleur de Lys, sur la rangée de boîtes aux lettres neuves, il déchiffre le nom et le numéro d'étage d'Hélène. Évidemment, le dernier est sans ascenseur. La cage d'escalier fleure bon. Autre chose que le lys. Entre les relents d'urine de chat, un soupçon de hashish parfume les paliers, et Arthur, au 3e, fait une halte pour s'allumer sa brune sans filtre. Quelque chose de sain à inhaler. Une porte d'appartement s'ouvre sur une marmaille bruyante. Tenant un fox terrier en laisse, une mère de famille aux airs pincés lui annonce entre 2 marches. « La loi Evin, c'est pas fait pour les chiens !» Arthur en expire encore plus doucement sous son regard courroucé la dernière goulée, et sans plus hésiter. Les chiens ne fument pas, mais leur odeur fétide de leur urine nous brûle les narines. Justement, le cabot au poil gris, sous les hurlements des enfants, lève la patte contre le mur. La mère, sans plus se retourner, s'élance vers la sortie en portant sa tribu et son vilain Nestor. Le dernier palier embaume le sapin vert. Sur une porte, une couronne de Noël enrubannée de rouge et de doré, la porte d'Hélène lui fait face, recouverte en diagonale d'un gros ruban de satin noir. La sonnerie se veut glauque, comme celle d'un manoir hanté. Dans son dos, Arthur sent le regard de la voisine, et Hélène, toute de noir couverte, des cheveux jusqu'au bout des ongles, lui ouvre. Les yeux d'Hélène, cachés sous des tonnes de colle, laissent paraître son désarroi. « Vous auriez pu m'appeler avant de venir. » Arthur, tout en se mouvant dans le décor gothique du F2, pénètre dans un long couloir, agrémenté de toiles d'araignée, puis dans sa salle à manger tapissée de papier imitation mur en pierre, où se pelotonne, dans un angle, un canapé rouge sang. Au bout de la pièce, un énorme meuble sombre de style rococo, vitres chargées, de têtes de mort, et de bougeoirs lugubres, et sur une table de verre se dessine une statue de chauve-souris en plastique grossier. Des rideaux ténébreux laissent filtrer un filet de lumière. Elle le suit, marchant sur des charbons ardents. Elle questionne. « Pourquoi êtes-vous venu ? Il y a un problème à l'agence ? Les dossiers sont prêts, si c'est ça que vous voulez. » Il fait durer le plaisir avant de se retourner et de lui répondre. « Très bien, Hélène, ou Nosferatus, ou Vampirella. » Au fur et à mesure de l'énoncé de ses pseudonymes, Arthur s'avance, et elle, mal à l'aise,
recule, se réfugiant dans un angle du salon. Il glisse, sous les yeux inquiets d'Hélène, sa main dans la poche revolver de son blouson pour en extirper l'article du journal du matin et lui tient sous son nez. « J'ai balancé 2-3 infos à un ami, pour appâter. »« Appâter qui ?» maugrit Arthur. « Tes amis gothiques ?»« Je ne participe à aucun rite satanique, mais eux n'hésitent pas à trucider. » Un petit rictus de dégoût se glisse sur ses lèvres ourlées de noir. « Des poules et quelquefois des chatons. Et je n'apprécie guère ça. » Arthur s'installe sur le canapé au velours, rouge carmin, croise ses jambes et tout en fixant Hélène, s'allume la dernière cigarette du paquet. Inhale une longue bouffée et au rythme de la fumée qui s'échappe, critique sa méthode pour régler ses comptes avec sa secte, au risque de nuire à l'avancée de l'enquête. Hélène, des couleurs de retour sur le visage, attrape sur la table un cendrier qu'elle lui tend. « Je ne suis qu'une secrétaire, c'est vous le chef. » « Alors, raconte-moi ce que tu sais. » Chapitre 4. Une sérieuse secte. Derrière les relents de fumée grise de sa cigarette mal écrasée, dans le cendrier posé sur ses genoux, Arthur observe Hélène. Noyée dans la brume du mégot, fagotée de noir, elle ressemble à une héroïne de série B, des films d'horreur qui l'exècrent. Heureusement qu'au bureau, elle n'accueille pas les clients ainsi. « Vous avez l'air d'en savoir suffisamment sur moi. Vous m'avez filé ? » ?»« Oui, depuis longtemps et sans problème, même si tu as fait preuve de beaucoup de discrétion. » La remarque glisse comme une flatterie sur l'esprit d'Hélène, qui tout à coup, plus à l'aise, s'installe à ses côtés sur le canapé rouge. « Moi aussi, chef, je vous ai filé, et sans aucun problème. » Le fixant dans les yeux. « Je sais tout de vous et de votre histoire. » Arthur s'impatiente et claque les révélations de Nosferatus par un « Tais ce que tu sais sur moi. Sinon, Nosferatus aura sa tête collée sur le bureau de la gendarmerie. » Hélène s'agite, baisse ses yeux gonflés de fossiles. « Jamais, chef, je ne vous trahirai. »« Bien, alors cesse tes salamalek et viens-en au fait. C'est quoi ta clique ?»« Des gosses de riches qui s'ennuient. En se costumant d'une grande cape noire doublée de rouge, ils assistent à des séances de spiritisme avec un maître. Dracule, je ne sais pas d'où il vient, mais tous lui obéissent, corps et bien. »« Dracule ?» sourit Arthur. « On nage dans un vrai roman. » »« Oui, Dracule. Mais lui, il ne les invite pas à se noyer dans la dépravation. Au contraire, il leur demande de respecter les règles d'hygiène et de vie strictes tel un médecin. »« Ah oui, ça m'intéresse. » »« Pas d'alcool, pas de tabac, pas de sexe, pas de drogue. »« D'un ennui mortel, tout ça. »« Oui, c'est un peu à cause de ça que je n'y suis plus. »« Pourtant, tu ne fumes pas, toi ? Tu ne te drogues pas ? » ?»« Oui, mais ils m'ont viré. » Ses yeux s'embument de larmes contenues. Arthur éclate de rire. « T'es tombé amoureuse de Dracule, Vampirella ?»« Non, c'est pire. À l'entrée d'un membre, il y a toujours un rite d'initiation et, pendant ce rite, on nous prélève du sang. » Hélène triture ses faux ongles noirs, l'un d'eux tombe, et elle ne le ramasse pas, et arrache tous les autres, un par un, qu'elle jette dans le cendrier. Arthur se tait. Dracule, 2 mois plus tard, m'a convoqué dans son antre. Un grand bureau au fond d'une cave glaciale, meublé de marbre et d'acier. Il ne m'a même pas regardé. Il m'a ordonné de ne plus jamais réapparaître en me qualifiant d'indigne à l'immortalité. Comme ça, tu ne lui en as pas demandé les raisons ? Non, je ne sais pas pourquoi. Une sorte de rage la fait se lever, et tout en tournant le dos à Arthur, elle assène sa vérité. Je suis séropositive. Oh, je l'ignorais, je suis désolée, Hélène. Hélène virevolte, lui faisant face. Désolée de quoi ? C'est moi la malade. Vous allez me virer aussi ? Non, quelle idée. Bon alors, voilà, je suis dans une mauvaise phase de la maladie. Le médecin parle d'effets indésirables du traitement. Moi, je sais que... Arthur se redresse du canapé et enserre dans ses bras sa toute menue secrétaire. Tu peux t'arrêter quelque temps si tu en as besoin. Non, je veux travailler. À mi-temps, c'est très bien. Et cette secte doit payer d'une façon ou d'une autre. Elle se libère de ses bras, montre les meubles de sa salle, sa robe, son maquillage dégoulinant et sa perruque noire. Tout ça, c'est seulement pour rester en contact avec certains d'entre eux qui ne m'ont pas rejeté. Sur un sourire forcé et ironique, elle ajoute : ce Dracula, il a affiché sur un tableau noir mon nom et ma séropositivité pour que plus personne ne m'approche. Arthur,
J'ai une requête. » C'est bien la première fois qu'elle l'appelle par son prénom. « Vous devez me laisser mettre cette secte au pilori. »« Sans problème, mais avec mon aide et celle de Max. »« Non, Arthur, toute seule. Je suis encore assez forte. » Arthur connaît l'obstination d'Hélène et préfère céder pour le moment. « Bien, à condition que tu me fasses des rapports réguliers de tes avancées. Sur ce, je vais te laisser, Hélène. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. » Le rimel dégoulinant noircit son visage. « Merci, chef. » Un torrent de larmes lave de ses yeux son visage. Arthur fouille ses poches, lui glisse dans la main un paquet de mouchoirs et d'une voix ferme « N'hésite pas, Hélène. » Le « Oui, chef » résonne dans l'appartement alors qu'il est en train d'enfermer la porte. Une fois dans sa voiture, en remettant le contact, il songe à Hélène. Tant de jeunesse s'envole à cause de ce virus. Arthur n'aime pas les épanchements. Son boulot requiert la froide objectivité et cette secte qui contrôle les bilans sanguins lui paraît un peu douteuse. Il faudrait qu'il enquête, ne serait-ce que pour couvrir Hélène. Il farfouille dans sa boîte à gants, tout en conduisant. Sa main cherche dans le méli-mélo de paperasse. Ses doigts saisissent enfin l'instrument de torture. Son téléphone portable. Le feu rouge lui laisse le temps de composer le numéro. Le feu passe au vert en même temps que le « Allô, chef ?» retentit dans son oreille. « Oui, Max, c'est moi. »« Je l'entends bien. Vous appelez de votre portable ? Il y a du progrès. » Arthur soupire. « Bon, ça va. Tu l'as fait parler, le téléphone du minot ? » ?»« Oui, tout est même retranscrit. »« Bien, tu connais mon goût de la lecture. Alors résume. Attends, je me gare. » Dans le parking du supermarché de la zone urbaine, une place se libère à point nommé. Dans la boîte à gants, il extirpe le paquet de brunes, et la cigarette coincée entre ses lèvres, le briquet dans sa main, il allume en écoutant Max. J'ai réussi à trouver sa liste de contacts, avec des surnoms bizarres et des numéros masqués. Il y en a même qui s'appellent Cerbère. Quant aux conversations hors domaine scolaire, il y a une drôle de réunion prévue au soir de sa disparition. Attends, je te lis au château du vénérable Dracul. Répète-moi ça. Dracul ou Dracul ? Non, j'ai bien entendu Dracul. Faut dire que c'est une fille, avec un accent un peu slave qu'il prononce. Lui, que dit-il ? Qu'il n'en a pas très envie, qu'il est fatigué, et puis elle insiste. Sur un ton aigu, en rigolant, Max répète ces mots en marquant les R. « Allez, mon chéri, pour me faire plaisir !» Arthur se dit qu'un Dracul peut bien cacher un Dracul. « Essaye d'en savoir un peu plus sur ce château, veux-tu ? Et cherche aussi du côté d'une secte dont vient de me parler Hélène, où c'est un Dracul qui dirige les festivités, et surtout, va retrouver tes contacts pour l'autre gamin. » « Je suis sur le chemin. » Arthur pose le combiné, balance son mégot par la fenêtre devant le pied d'une grand-mère indignée. Sous un sourire en forme d'excuse, il fait demi-tour en direction de l'immeuble d'Hélène. Les marches, il les grimpe 4 à 4, pestant contre. L'opaque, trop avare pour installer l'ascenseur. La sonnette retentit. Une fois, 2 fois, pas un bruit ni un mouvement. Elle doit se reposer. Il retente un 3e appel, et de derrière lui, il entend, dans un accent anglais. « Veuillez laisser cette sonnerie macabre, je vous prie. Elle est sortie. » Il se retourne et découvre dans l'embrasure une dame âgée, auréolée de cheveux gris, enroulée dans un châle. « Bonjour, madame, je suis un ami d'Hélène. » L'étoffe de laine est remontée sur ses épaules. « Je sais, je vous ai vu tout à l'heure. » Un petit toussotement léger. « Je ne l'épie pas, mais vous comprenez. » Arthur sourit. Hélène en sorcière doit sûrement être « very shocking » pour cette dame. « Ne vous inquiétez pas, madame, elle est très gentille. »« Oui, je sais, c'est ma nièce. Je l'invite souvent à boire le thé. En voulez-vous une tasse ?»« Avec plaisir. » Tout en la suivant dans son appartement. « Elle vous rend donc visite ?»« Oui. » Elle se retourne et affiche un visage sévère. « Mais jamais en sorcière. Vous comprenez, à mon âge, la compagnie d'une douce blonde est moins choquante. » Sa petite cuisine fleure bon la campagne anglaise. Les rideaux fleuris sont assortis aux décorations de la vaisselle qui abondent dans ses étagères vitrées. Sur sa table ronde à 2 places, trône un bouquet de roses rouges, belle à en être fausse. Il tire sur une chaise, paillée, s'attendant presque à voir un chat sur l'assise bordée de roses aux pétales volubiles et s'installe. Elle dépose sous coupe,
tasse et théière ornementée de roses dorées. Arthur l'observe servir, avec un rituel très anglais. Puis la soucoupe tenue dans la main gauche, elle porte délicatement à ses lèvres, la tasse maintenue par l'anse avec son pouce et son majeur, l'auriculaire levé, marquant par sa grâce ses doigts perclus d'arthrose. « Hélène est votre nièce ?»« Oui, par mon défunt mari. » Elle glisse un regard humide sur la photo d'un colonel de l'armée coloniale. « Il est mort. En Inde, du paludisme, et Hélène est la fille de sa sœur, morte aussi. Il ne lui reste plus que moi. Je me suis rapprochée d'elle l'an dernier. Je n'ai pas d'enfant, mais elle est très farouche. » Elle dépose sa tasse. « Prenez votre thé, monsieur. Il va refroidir. » Chaud ou froid, pour Arthur, il reste toujours aussi amer. « Savez-vous où je pourrais trouver Hélène ?» La vieille dame verse de son liquide clair dans sa tasse. Elle le regarde. « Je manque à tous mes devoirs. » Tend vers lui la théière. « En souhaitez-vous » L'amertume de la précédente est toujours présente dans sa gorge. « Non, merci. » Un éclat s'allume dans son iris blanchi par la cataracte. « Préféreriez-vous du café ?» De son côté, Arthur, afin de masquer au mieux l'agacement qui le gagne, étire ses lèvres dans un sourire pour la remercier et réitère sa question. Elle prend le temps de déguster son breuvage, afin d'enfin répondre. « Elle est partie à un rendez-vous. » Sur un ton outragé, elle rajoute. « Elle portait une perruque rousse et des lunettes noires. Elle m'a dit que c'était pour son travail. Il a des idées un peu choquantes, son employeur. Vous ne trouvez pas ?» Arthur rit sous cape. « Oui, évidemment, madame. Je vous remercie pour le thé, mais je vais devoir vous laisser. » Avant qu'elle ne referme sa porte, il tente un galant baisement qui la fait rosir de plaisir. « J'informerai Hélène de votre visite, monsieur... » Elle élève un sourcil interrogateur. Arthur se mord la langue du patron pour dire « Monsieur Paris. » Découvrez la suite de cette histoire dans une prochaine vidéo. En attendant, c'était J-Pixie et je vous dis ciao ciao.